Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 24 avril. Une réaction judiciaire est attendue pour les jours à venir contre les 150 chasseurs qui ont agressé le député socialiste de la Somme Vincent Peillon. Agression inacceptable, estime Lionel Jospin. Plusieurs commémorations aujourd'hui du génocide arménien. Les manifestants dénoncent les sénateurs de droite qui refusent de se prononcer sur ce fait historique. 1,6 milliard de francs au moins, c'est une évaluation de l'évasion fiscale qui pourrait être confirmée dès demain par le ministère des Finances. Cinéma, une affaire de goût avec Bernard Giraudot, l'histoire d'une machination racontée avec une élégance perverse pour son deuxième film par Bernard Rapp. Bernard Rapp que j'aurai le plaisir de retrouver à la fin de cette édition. 48 heures après le déchaînement de quelques poignées de chasseurs irréductibles contre le député socialiste de la Somme Vincent Peillon, il est maintenant probable qu'une action judiciaire très ferme sera engagée. Il avait fallu évacuer par hélicoptère le député qui inaugurait une déchetterie à Ault. Des gendarmes ont été blessés, tout cela parce que quelques chasseurs de gibier d'eau refusent d'obéir aux lois et prennent pour cible ceux qui les ont votés. Reportage Arnaud Boutet avec Thomas Dandois et Guillaume Fautra. Ils se définissent comme des ouvriers chasseurs, des petits porteurs de fusils en colère. Samedi matin, ils participaient à la manifestation qui a dégénéré. Aujourd'hui, dans les marais de la baie de Somme, ils ne regrettent rien et accusent leurs députés. C'était 250 chasseurs qui étaient en colère après une seule personne. Une seule. C'est quelqu'un qui a tourné sa casaque. Quelqu'un qui nous a trahis. Quelqu'un qui, au dernier moment, qui s'est dégonflé. Les chasseurs reprochent à Vincent Peillon d'avoir voté le projet de loi qui restreint les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Le problème, c'est que les gens qui étaient à cette manifestation et qui cassent et ne dialoguent pas, ne savent même pas ce qu'il y a dans la loi. Et ils portent un tort fou, non seulement à notre région, à notre département, mais en même temps aux chasseurs eux-mêmes. Le député envisage de porter plainte, car samedi, l'inauguration de cette déchetterie a tourné à la bataille rangée. 200 chasseurs bloquaient les accès pendant qu'un petit groupe lançait galets et œufs pourris. Pour échapper aux manifestants, Vincent Peillon a dû être évacué par hélicoptère. Aujourd'hui, Lionel Jospin et plusieurs personnalités politiques condamnent ces débordements. Qu'il y ait un débat sur les problèmes de la chasse, c'est une chose. Que nous nous efforcions de trouver des solutions de compromis qui permettent de respecter des traditions et en même temps de faire que nous restions dans les règles européennes, qui existent d'ailleurs depuis plus de 20 ans, c'en est une autre, mais un certain nombre de comportements ne sont pas admissibles. Je conseille vivement à M. Saint-Josse de réagir au plus vite et de condamner au plus vite ce qui vient de se faire en son nom. Parce que s'il ne réagit pas et s'il ne condamne pas ce qui est de la délinquance, alors à ce moment-là, il se sera lui-même déshonoré. Jean de Saint-Josse, le patron de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, ne souhaite pas réagir. Le département de la Somme représente un de ses fiefs électoraux, 27% aux dernières élections européennes. Ici, les 80 000 chasseurs sont puissants. Vincent Peillon l'a déjà constaté. C'était en 1998. Sa permanence parlementaire n'avait pas résisté à la foule en colère. Plus de 10 000 personnes manifestaient aujourd'hui dans le centre de Paris. Organisations de droits de l'homme, syndicats, partis politiques de gauche défilaient pour la reconnaissance du génocide arménien de 1915, perpétré par le gouvernement turc. Défilaient entre le Sénat et l'hôtel Matignon, histoire de dénoncer l'attitude de la majorité sénatoriale qui repousse toujours la proposition de loi reconnaissant le génocide, proposition pourtant adoptée par les députés à l'unanimité. C'était au mois de mai 1998. Dans les différentes communautés arméniennes françaises en dehors de Paris, c'est-à-dire Lyon, Valence ou encore Marseille, les protestations sont très fortes contre l'attitude des sénateurs. Reportage à Marseille de nos correspondants Mickaël Darmon et Christophe Larocca. Madame Bateau, on nous a trahis. Les Arméniens sont battus pour la France. Là, qui sont morts pour la France, ne nous reconnaissent pas pour ce que nous sommes. Voilà, ça ne peut rien dire pour moi. La colère des Arméniens de Marseille. Sur la façade de l'église arménienne, le souvenir de l'extermination par les Turcs en 1915 reste le motif principal de la cérémonie. Mais cette année, la France est également montrée du doigt. Nous en avons assez du silence des médias, des censures, des vérités transformées, des mensonges par omission. Fin mai 1998, l'Assemblée nationale se prononce pour la reconnaissance du génocide arménien. Mais depuis, le texte est bloqué au Sénat. La consigne est partie du sommet de l'État, il faut ménager le gouvernement turc. Oh, la raison d'État, non. C'est pire que ça. C'est des raisons mercantiles, des raisons de basse besogne.
Aujourd'hui, c'est un jour de colère après des sénateurs qui n'ont pas eu le courage et la grandeur de dire ce qu'était ce génocide. À 150 mètres de l'église arménienne, devant le consulat de Turquie, les esprits s'échauffent. Piqué au vif, une partie de la nouvelle génération se dit toujours tentée par des actions plus radicales. Ailleurs, dans Marseille, les marches de la communauté arménienne étaient plus silencieuses. Un drapeau dans chaque main, comme pour protester contre une raison d'État qui n'a jamais de mémoire. Et dans de nombreux pays étrangers, en Suède, en Grèce et bien sûr aussi à Erevan, la capitale de l'Arménie, des centaines de milliers d'Arméniens se sont recueillis à la mémoire des personnes exterminées par les Turcs. Entre 1 200 000 et 1 500 000 selon les sources. Évidemment, les survivants de ce génocide sont de moins en moins nombreux. Ceux qui restent se battent pour que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé entre 1915 et 1917 et considèrent que ce 24 avril, qui est la date de l'arrestation de milliers de dirigeants arméniens suspects d'hostilité indépendantiste au gouvernement d'Ankara, que cette date, il ne faut pas l'escamoter au nom de calculs politiques avec la Turquie. Sophie Mézel et Alain Locachio ont retrouvé un des rares survivants du génocide. Il a 94 ans. À l'occasion du déjeuner de Pâques, la famille est réunie, c'est une coutume, autour de son père et grand-père, Garbis Agopian. Alors bien sûr, on fait la fête. Mais dans cette famille, plus qu'ailleurs, on connaît la douleur du passé, la mémoire qui vous brûle et que rien n'apaise. Garbis Agopian avait 9 ans en 1915. Il a vécu le génocide de son peuple et de toute sa famille, 300 personnes au total qui ne sont jamais revenues. Mais aujourd'hui, sa mémoire s'embrouille à trop avoir été sollicitée. Et c'est sa fille qui lui rappelle ce qu'il lui a autrefois confié. Par exemple, quand ton père est mort, oui, que tu jetais les pierres pour éloigner les chacals, ça tu ne dis pas tout ça. Toi, on t'a enterré vivant dans une fosse avec des malades et des morts. Oh là là. Tout ça, tu ne racontes pas. Ils nous ont nommé. Donne les détails de ce que tu as vécu. Personnes. De ce que tu as vécu. Avec moi. On marchait, le soleil brûlait et le sable encore plus. On n'avait pas ni vêtements ni rien, pieds nus. On dirait qu'on marchait sur les feuilles. Et il n'y a pas d'eau. Les gens y tombaient. Ils tombaient par terre et ils ne se levaient plus. Ils ne pouvaient pas se lever. D'avril à décembre 1915, toute la population arménienne de l'Empire ottoman est déportée, jetée sur les routes de l'Exode. 1 200 000 personnes mourront de faim, de soif, d'épuisement ou seront sauvagement assassinés sur les ordres du gouvernement jeune turc. J'ai beaucoup réfléchi sur le pardon et je n'y arrive pas. Et pourtant, je n'ai pas souffert directement de tout ça. Mais j'ai réellement fait un travail, je n'y arrive pas. 85 ans plus tard, la Turquie refuse toujours de reconnaître son forfait. Alors les familles continuent d'entretenir le souvenir, parce qu'oublier, ce serait comme une seconde mort. Dans le Gard, les corps d'une fillette de 6 ans et d'un plongeur portés disparus depuis vendredi dans la rivière La Cèze n'ont pas été retrouvés. Hier après-midi, le corps du grand-père qui s'était jeté à l'eau pour sauver sa petite fille avait été repêché, mais pendant les recherches, un débat polémique a lieu sur la sécurité des bords de la Cèze. Reportage Stéphane Compan et Denis Pardano. Diminuer d'un quart le niveau de la Cèze, c'est la condition nécessaire pour travailler en toute sécurité et retrouver les 2 corps coincés dans une cavité. Pour cela, des moyens colossaux ont été déployés aujourd'hui, 10 km de tuyaux de refoulement pour aspirer 9000 mètres cubes d'eau, élargir l'accès en dynamitant un rocher, enfin ouvrir un chenal pour dévier en partie le courant. Bien, nous espérons que l'ensemble de ces mesures permettra à nos plongeurs de s'engager, évidemment dans la mesure où le risque sera extrêmement réduit. Actuellement, ce n'est pas encore le cas, le débit du cours d'eau est assez fort, la crue d'hier est actuellement en phase de régression, mais nous espérons encore jouer sur le temps pour que cette décrue nous soit favorable. Des moyens exceptionnels pour un site d'exception, mais malgré tout très dangereux. Des panneaux rappellent le triste bilan le long des berges et la mairie se sent désarmée face à l'imprudence des curieux. Les barrières, c'est inadapté au site, puisque actuellement nous avons environ entre 20 et 30 mètres cubes seconde de débit, et on passe en période de crue à 4200 mètres cubes seconde. Où vont aller nos barrières?
qu'on vont devenir nos barrières. Ce n'est pas possible. Pour éviter que de tels drames se reproduisent dans l'avenir, des spécialistes émettent l'idée de renflouer les marmites. On pourrait à tout le moins diminuer les profondeurs, diminuer les méandres, on garderait, je dirais, une certaine beauté préservée au site, on diminuerait fortement la dangerosité, il y aurait 2 jours de travail, d'enrochement et ça serait relativement simple à faire. Reste que le site est classé, ce qui rend les procédures administratives très longues, mais une synergie de bonne volonté pourrait réduire à terme la dangerosité du site à plus de 80%. Demain, le ministère des Finances remettra un rapport aux parlementaires de la Commission des Finances pour évaluer l'évasion fiscale, une perte de recettes publiques que l'on estime à au moins 1,6 milliard de francs par an. L'un des pays refuges pour de nombreuses fortunes françaises est tout simplement la Belgique et Bruxelles, avec un quartier, le Bruxelles XL, particulièrement prisé. Jean-Paul Chapelle et Patrick Voix y ont retrouvé l'ancien patron d'Air Liberté. Il a fait fortune en France en créant le club Aquarius. Aujourd'hui, il vit à Bruxelles. Lotfi Bellassine s'y est installé il y a 3 ans après avoir vendu Air Liberté. Un gros avantage de Bruxelles par rapport à Paris, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage. Il a choisi la Belgique pour réaliser un projet européen, une chaîne de télévision et un site internet spécialisé dans la vente de voyages. Heureuse coïncidence fiscale, ici il n'y a pas d'impôt sur la fortune. À Amsterdam. Je trouve que ce qui n'est pas moral, c'est de confisquer aux gens ce qu'ils ont gagné. 95% d'impôt sur le revenu, du fait de la combinaison de l'impôt sur le revenu et l'ISF, c'est excessif et ça fait partir des gens qui sont tout à fait attachés à la France, comme moi. À 1h30 de Paris, sa situation s'est nettement améliorée. Ici, l'impôt est plafonné à 54% du revenu. Le patron est de gauche, mais pas masochiste. Je crois que d'être de gauche, c'est d'abord vouloir être efficace et vouloir être solidaire. La solidarité, ça ne consiste pas à faire fuir les gens qui pourraient payer et à se retrouver dans... C'est pas punitif, la solidarité n'est pas punitive, elle doit être intelligente. Il n'est pas le seul à avoir déménagé. Ici réside un des dirigeants du groupe Carrefour. Un peu plus loin, c'est la famille Darty ou encore Bernard Tapie. En 2 ans, plus de 400 Français fortunés se sont établis à XL, le quartier le plus chic de Bruxelles. D'autres préfèrent Londres ou Genève. Résultat, l'impôt sur la fortune a rapporté l'an dernier 1,5 milliard de francs de moins que prévu. Mais le manque à gagner pour les caisses de l'État est beaucoup plus important. Les expatriés ne payent plus d'impôt sur le revenu, ne payent plus de taxes d'habitation, ne payent plus de TVA. Mon estimation est de l'ordre de 20 à 25 milliards de francs de pertes sur les autres impôts. Sans compter les emplois créés à l'étranger plutôt qu'en France par tous ces riches patrons qui, en s'exilant, restent bien souvent des entrepreneurs. La valeur en bourse de Microsoft a fondu de près de la moitié en 4 mois. Le département américain de la justice est sur le point de recommander la condamnation de Microsoft et sa division en 2 entreprises pour abus de position dominante. Du coup, cet après-midi à New York, nouvelle perte pour Microsoft de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Des touristes en Malaisie ont été pris en otage. Parmi les touristes, il y a des Sud-Africains, des Finlandais, des Allemands et un couple de Français. Ces touristes résidaient sur une petite île où l'on pratique la plongée sous-marine. Ils ont été enlevés par des hommes armés de lance-roquettes et de fusils mitrailleurs. Commentaire Jean-Marc Idouze. Les plus beaux récifs coralliens du monde, mais les vacances de rêve ont tourné hier soir au cauchemar pour les touristes, dont 2 Français, kidnappés avec une partie du personnel de ce centre de plongée malaisien. Oui, mais voilà, l'atoll de Sipadan, à l'est des côtes malaisiennes de Bornéo, n'est qu'à 45 minutes en bateau du sud des Philippines. Et c'est de là, selon le chef de la police philippine, que serait parti le commando de 6 hommes lourdement armés qui, après avoir raflé argent et bijoux, ont embarqué de force une vingtaine d'otages. Tous les otages seraient vivants et détenus dans un lieu connu de la police, affirment ce soir les autorités de Manille, mais pour l'instant aucune revendication avérée ou demande de rançon. Même s'il peut s'agir d'un acte de piraterie toujours présente dans l'archipel, le sud des Philippines est surtout le théâtre d'une guérilla qui oppose bandes armées islamistes ultra-minoritaires chez les musulmans philippins au gouvernement central. Arme favorite des islamistes, le kidnapping et la décapitation. Depuis le 20 mars, ils détiennent ces 22 enfants en otage, en dépit de la vaste opération lancée contre eux par l'armée, dont les raids se poursuivaient aujourd'hui même. S'ils sont les véritables responsables de la prise d'otages, les islamistes philippins cherchent peut-être à éviter l'encerclement en internationalisant leur conflit.
Le bilan de l'éboulement en Guyane, non loin de Cayenne, qui a eu lieu mercredi dernier. Au total, le glissement de terrain aurait fait 10 morts, 6 employés de l'usine de produits laitiers qui étaient ensevelis, et puis 4 autres personnes qui passaient sur la route dans leur automobile. En Tunisie, le journaliste Taoufik Benbrik, qui est notamment le correspondant du journal La Croix, Taoufik Benbrik continue son combat pour les libertés, celle d'aller et venir, celle d'exercer librement son métier, celle d'avoir un passeport. Il est en grève de la faim depuis 21 jours. En fin de matinée, Taoufik Benbrik a été transporté dans un établissement hospitalier de la banlieue nord de Tunis. Il veut continuer son combat. À l'écouter dans ses derniers propos, vous allez entendre, propos tenus à une équipe de Reporters sans frontières samedi dernier, l'absurde le dispute à l'interdit digne d'une dictature. Lorsque j'ai écrit en 1992 un article dans Libération sur les droits de l'homme, le ministère de l'Intérieur m'a convoqué et m'a intimé l'ordre de ne plus écrire sur les hommes. Alors j'ai commencé à écrire sur les animaux. J'ai fait une enquête sur les méfaits de la chasse à l'outarde par les émirs saoudiens. Rebelote, il me convoque et il m'intime l'ordre de ne plus écrire sur les animaux. Alors j'ai commencé à écrire sur les légumes. En 1994, j'ai fait un reportage sur le marché de gros Bir el-Qassa, où j'ai rendu visible l'invisible, c'est-à-dire la collusion mafieuse entre les gros exportateurs et les intermédiaires. Ils m'ont convoqué et ils m'ont intimé l'ordre de ne plus écrire sur les légumes. Et j'ai tout fait pour fracasser la tête de la propagande du régime. Et je dis toujours que ce régime est un serpent à double tête. Le flingue et la propagande. Actuellement, la tête de la propagande est mal en point, reste le flingue. Taoufik Benbrik, le journaliste tunisien, est en grève de la faim depuis 21 jours. En Iran, le camp conservateur, très puissant encore dans les milieux judiciaires, vient de suspendre 10 quotidiens, 10 journaux réformateurs proches du président Khatami, qui a cependant appelé au calme dans cette période électorale troublée. Ce devait être une fête, une date pour célébrer l'histoire du Brésil. 500 ans après l'arrivée des navigateurs portugais à Porto Seguro, le président brésilien Fernando Henrique Cardoso n'a pu que constater que les représentants du peuple indigène du Brésil, en quête de leurs terres, refusaient de faire la fête. D'autant plus qu'ils ont été les victimes d'une intervention brutale de la police brésilienne. Commentaire Philippe Gassot. Au Brésil, ça fait 500 ans que les Indiens ont été mis à genoux et ça ne finit pas. La fête a peut-être été brésilienne, portugaise, mais certainement pas indienne. À la main tendue des peaux rouges, ce sont les grenades qui ont répondu. Ils ne danseront pas devant le président, question de dignité. Les premiers habitants du quasi-continent ont refusé de donner dans le folklore. Ce qu'ils exigent, c'est conserver leurs réserves, ces domaines que la spéculation fait chaque année reculer un peu plus. Ils veulent être admis enfin comme des hommes à part entière. Jusqu'à présent, un Indien est considéré comme un mineur, donc un être sans responsabilité, un sous-homme. Il n'a pas le droit ni à une carte d'identité ni à un passeport, et s'il l'accepte un jour, il ne sera plus indien, donc plus de terre, plus de chasse, plus d'identité. Ils disent d'eux-mêmes « Nos somos gente », nous ne sommes pas des gens. Pour les 500 ans du Brésil, tous n'étaient pas à la fête. En Tchétchénie, les derniers renforts russes font connaissance avec la technique de guérilla des indépendantistes tchétchènes. Une colonne de blindés a été prise en embuscade au sud-est de la capitale tchétchène, Grozny. Selon les Russes, 15 de leurs soldats ont été tués. Selon les rebelles tchétchènes, 80 soldats sont morts et 13 véhicules de l'armée russe ont été détruits en Tchétchénie, où, je le rappelle, Brice Clotiot, le photographe français, est toujours retenu en otage depuis le 1er octobre 1999. Au Zimbabwe, malgré une nouvelle réunion entre anciens combattants noirs et fermiers blancs, où il fut décidé de contrôler la violence dans les régions les plus touchées par les mouvements de revendication des terres, une nouvelle ferme a été incendiée et du bétail a été tué.
Les conditions de travail des journalistes sont évidemment très difficiles, voire dangereuses. Pour France 2, Bernard Lebrun et Gilles Jacquier viennent de nous faire parvenir ce qu'ils ont pu tourner cet après-midi dans la région de Marondera, c'est au sud de la capitale Harare. Ce sont maintenant les biens des fermiers blancs qui sont visés, mais aussi les ouvriers agricoles noirs. Ils sont 2 millions au Zimbabwe, car pour les meneurs de ces actions violentes, il faut aussi les convaincre de voter pour le pouvoir de Robert Mugabe. Ce n'est plus la guerre des terres, mais la guerre du tabac, la production la plus précieuse des fermiers blancs. Neville a 70 ans, 25 ans de Zimbabwe. Cette nuit, 18 mois de travail et plusieurs centaines de millions de francs sont partis en fumée. Le fermier était parti en week-end lorsque 200 à 300 squatteurs et vétérans sont venus attaquer sa ferme. Une exploitation totalement isolée dans la brousse. L'attaque a commencé vers minuit, la police n'est arrivée qu'à 7 h du matin. Hangar à tabac brûlé, mais aussi bétail, poulets et chiens tués. Un seul but, faire peur pour l'exemple, semer la terreur. Vous savez, je suis vraiment par terre, réellement par terre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Où est-ce que je peux aller? Je suis né ici. Tout ça est très confus dans ma tête. Neville nous emmène à sa résidence. Elle aussi a été attaquée. Après avoir tué les chiens, les squatteurs ont lancé un cocktail Molotov dans la maison. Elle aurait pu brûler. Le fermier et son épouse ont décidé de quitter la ferme. Ils ont fait appel à des vigiles spécialisés pour son gardiennage. Avant de partir, il leur confie les clés. Cette nuit, on préfère aller dormir chez des amis. Nous continuons notre route vers le petit village des ouvriers agricoles de la plantation des Tepson. Ils sont une centaine à vivre ici, tous de l'ethnie Shona. Eux aussi ont été agressés par les squatteurs et plusieurs huttes ont été brûlées. Ils nous diront que leurs agresseurs portaient tous des t-shirts siglés ZANU-PF, le parti politique du président Mugabe. Kane travaillait à la ferme. Il a été battu. 3 ouvriers sont encore à l'hôpital. J'ai peur parce qu'ils peuvent revenir à tout moment, parce que cela peut recommencer. Ils ont brûlé nos cuisines et pris nos vivres. Squatteurs ou militants politiques, les assaillants n'ont trouvé que la violence pour convaincre de voter en faveur du parti au pouvoir. L'assassinat de 2 fermiers blancs avait déclenché une véritable campagne internationale contre le régime du Zimbabwe. Il est clair que les vétérans adoptent maintenant une nouvelle stratégie qui consiste à s'en prendre aux travailleurs des fermiers blancs ainsi qu'à leurs biens. Le tabac est le bien le plus précieux de tous ces fermiers. Reportage au Zimbabwe de Bernard Lebrun et Gilles Jacquier. Du sport, du cyclisme, la Fédération française ouvre un dossier disciplinaire contre le champion de VTT Jérôme Ciotti après ses aveux de dopage. Jérôme Ciotti est champion du monde 96 de VTT. Il estime que la Fédération cautionne les tricheurs en menaçant de le sanctionner car cela ne peut inciter, dit-il, tous les coureurs qu'à se taire. Enquête de Nathanaël de Rinx avec Christian Gallet. En quelques jours, la vie de Jérôme Ciotti a pris une nouvelle direction. Bousculade, question à la volée, Ciotti parle de dopage. Ciotti avoue surtout avoir gagné son titre mondial en 96 grâce à l'EPO. Votre avenir dans le vélo? Ça dépendra du bon vouloir de la Fédé, du ministère et de tous ces gens-là qui gouvernent le sport depuis des années. Aujourd'hui, Ciotti ne se dope plus, mais ses aveux associés à ses succès passés font grincer des dents. Demain, une procédure disciplinaire sera enclenchée. Ciotti pourrait être déchu de son titre mondial. Il est vrai qu'il semblerait normal qu'un coureur qui reconnaisse très clairement avoir triché dans une épreuve ne soit plus le vainqueur de cette épreuve, ne serait-ce que par respect aux autres qui ont également participé à cette épreuve et qui n'ont peut-être pas triché. L'histoire de Jérôme Ciotti est étroitement liée à l'équipe Festina, celle du Tour 98, de Bruno Russell et du dopage. Moi, le médecin chez Festina me disait que de toute façon, en l'utilisant correctement avec un suivi médical approprié, on risquait pas trop de problèmes dans la suite, pas de retour au niveau du plan de la santé, donc je lui faisais confiance. Aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que je lui fais confiance, mais bon, je le regrette quand même, quoi. Depuis 2 ans, Ciotti ne se dope plus, mais ses résultats sont en baisse, suffisamment pour hypothéquer ses chances de participation aux Jeux Olympiques. J'irai au jeu, mais en sachant que des dés sont déjà pipés d'avance, que j'aurai peut-être pas des chances, 100% de mes chances, parce que je tomberai sur des coureurs qui utiliseront encore des produits interdits. Parce qu'il s'inquiète pour son avenir, dimanche, Ciotti a rendu son maillot de champion de France. Ciotti ne dépose pas les armes, il combat le dopage à sa manière.
Du football, dans la perspective du match amical de l'équipe de France contre la Slovénie, avant même de connaître la liste des 22 sélectionnés, on a appris que Christian Karembeu du Real de Madrid reviendrait dans le groupe champion du monde. Et puis aujourd'hui, comme hier, on n'en finit pas de saluer l'exploit des Guignonnais. Après avoir brillamment remporté la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain samedi, les Forgerons sont ce soir chez Disney, pourquoi pas, pour une cérémonie des Oscars du football. Ils sont les invités de dernière heure, mais invités exceptionnels. Mais enfin, demain, c'est à Guignon que les joueurs seront fêtés au stade Jean Laville, un stade qui sera sans doute un peu petit pour l'occasion. Reportage Virginie Fichet, Thierry Simonet. Guignon n'en finit pas de savourer les échos de sa victoire et sur la pelouse du stade Jean Laville, on continue à rêver. Alors tu vois, le projet consiste à raser donc cette tribune B et à en construire une de 5000 places avec vestiaire dans la partie inférieure. Ben écoute, tu réponds tout à fait à nos besoins. Là. Bon, de grands travaux déjà pensés et envisagés alors que Guignon frôlait la remontée en D1 la saison dernière. Les perspectives européennes ont fait rejaillir des cartons les projets en sommeil qu'il faut encore ajuster. C'est clair qu'ils vont nous imposer un certain nombre de contraintes, mais bon, pour le stade, la pelouse proprement dite, je pense qu'à Guignon, la pelouse a une très bonne réputation, c'est une des meilleures de France, donc de ce côté-là, pas de problème. Peut-être, je vous dis, certainement un système de vidéosurveillance. Contraintes de sécurité en priorité, mais aussi contraintes d'espace. Les plans du futur stade prévoient le passage de 13 500 à 17 000 puis 20 000 places. Les chiffres donnent le vertige, mais dans la ville des Forgerons, on garde la tête froide. Si on réalise nos projets, ça peut coûter, je sais pas, 25 millions de francs. C'est-à-dire pratiquement le budget du club, enfin un tiers du budget de la ville. Donc vous voyez que sans aide, on ne pourra pas y arriver. Car Guignon ne veut pas vivre au-dessus de ses moyens. La mairie a donc déjà prévu de solliciter financièrement les collectivités territoriales et l'État. Les premiers matchs ne seront pas disputés avant septembre. D'ici là, la ferveur guignonnaise peut encore faire des miracles. Voilà, et puis dans la catégorie exploit, celui de la Française Rafaela Le Gouvello, la voici. Elle a réussi la première transat féminine en solitaire sur une planche à voile. Elle était partie le 25 février des côtes sénégalaises et est arrivée à la mi-journée à la Martinique après avoir traversé l'Atlantique en 60 jours sur une planche à voile. D'ici la fin du XXIe siècle, selon 2 géophysiciens norvégiens, si la fonte des glaces ne ralentit pas, l'Arctique disparaîtra. C'est donc une nouvelle prévision qui s'appuie évidemment sur le réchauffement de la planète. Explication avec Romuald Bonan et Marie-Pierre Cassignard. L'Arctique, cette mer sur laquelle les ours blancs peuvent marcher. Mais jusqu'à quand? Car d'ici la fin de ce siècle, les 14 millions de kilomètres carrés de cette banquise, soit 28 fois la France, auront totalement disparu. Cette prédiction, ce sont des scientifiques norvégiens qui l'avancent. D'après leurs études, depuis 30 ans, l'épaisseur de la calotte glaciaire a fondu de près de la moitié et le phénomène serait en train de s'accélérer. Un scénario catastrophe que de nombreux scientifiques internationaux redoutent, même si pour eux l'échéance pourrait être plus lointaine. Si le réchauffement climatique continue lié à l'action de l'homme, ce qui est fort probable, eh bien, nous irons vers une disparition des glaces de l'Arctique, probablement à échéance plus lointaine, mais les conséquences seront tout aussi importantes. Simplement, elles ne seront pour nos arrière-petits-enfants plutôt que nos petits-enfants. De façon tout à fait naturelle, la banquise fond de près de 20% entre l'hiver et l'été pour se reconstituer l'année suivante. Mais un nouveau phénomène apparaît. Depuis quelques années, les fontes estivales seraient plus marquées. L'explication la plus avancée, le réchauffement de la planète dû à l'activité humaine, un processus menant à une rupture de l'équilibre climatique. Ce qu'on appelle rupture, c'est effectivement des processus qui peuvent avoir une durée de quelques centaines, voire quelques milliers d'années, qui consistent à modifier par exemple durablement les courants océaniques, donc des éléments du système climatique qui ont une mémoire lente et qui vont prendre beaucoup de temps avant de retrouver un régime non perturbé. Seule certitude, la faune polaire et l'ours en particulier seront privés d'une grande partie de leur sanctuaire d'ici une centaine d'années. Cinéma avec Une affaire de goût de Bernard Rapp, qui est ici, que j'interrogerai avec plaisir dans quelques instants, un film qui sort mercredi. C'est un polar qui a déjà obtenu 3 prix au Festival de Cognac 2000. Un polar singulier, très pervers, l'histoire d'une manipulation menée de façon talentueuse par Bernard Giraudot. Au départ, celui-ci engage un goûteur, puis de façon méthodique, lente, sourde, il veut en faire son double. Présentation d'Une affaire de goût par Nicole Cornu-Langlois avec Bernard Connor. 2 acteurs de générations différentes pour une affaire de goût.
une rencontre gastronomique originale d'abord. Un jeu qui va devenir dangereux jusqu'au meurtre. C'est de toute évidence un hachis de viande blanche. Le mélange est exquis. Enfin, à mon goût. Délicieux. Très vite, ce jeune goûteur va devenir la nouvelle obsession d'un homme à qui tout semble avoir réussi. Plus qu'un caprice, c'est une nécessité, une fusion qu'il recherche. Et pour lui, tout s'achète. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Il me semble qu'il lui manque un fils, un vrai fils, quelqu'un auquel il peut se reconnaître, se retrouver, parler. Et puis l'amour, de toute façon qu'il n'a pas, ça c'est clair. Vous pouvez pas me demander d'arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain. Ah bon? Déjà, c'est une ingérence dans ma vie privée. Dommage. Je crois bien qu'on va rester là. Vous comprendrez qu'avec vos papilles goudronnées, vous n'êtes d'aucune utilité. Bon, ça va, je vais essayer. Il y a un rapport de force jusqu'à ce que plus personne ne contrôle quoi que ce soit. Je veux que nous ayons le même palais. Je dirais dans vos yeux que nous partageons le même plaisir. Exquis. Il y a la conscience qu'on va droit dans le mur, mais il y a toujours quelque chose qui fait que qu'on est poussé à y aller. On y va quand même. Préparer une petite surprise. Une fascination morbide s'installe entre eux. Le rêve fou de devenir l'autre au bout de la passion, en sacrifiant leur entourage. Pour ce prix-là, il baise avec vous? Vous savez, la gastronomie est un art à part entière. Chacun manipule l'autre avec raffinement, puis cruauté. Les prédateurs, c'est toujours un petit peu... on laisse un peu de soi, quoi. Un tout petit peu, quand même. Personne ne sort indemne de ce polar subtilement mené et particulièrement savoureux. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Au départ, il y a un roman, celui de Philippe Balland. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce jeu pervers ? Oh, beaucoup de choses. La manipulation me fascine de manière générale. Je pense que c'est une relation très première entre les êtres. Alors pas toujours au niveau qu'on peut voir dans ce film. En plus, c'est un terrain de manœuvre pour le roman et pour le cinéma formidable parce qu'on jette des pistes, des vraies pistes, des fausses pistes. On joue avec le mensonge, avec le masque et ce n'est qu'un film autour du masque, autour du mensonge. Ça commence comme ça d'ailleurs. Parce qu'il y a une instruction judiciaire. Jean-Pierre Léaud, un étonnant juge d'instruction. C'est un juge qui cherche moins la vérité que vouloir savoir qui sont ces gens-là. Il est curieux. Il veut savoir comment justement ce mécanisme s'est mis en place. C'est ça. Alors pour le mettre en place, vous avez usé d'abord d'un système qui fait que de temps en temps vous revenez chez le juge d'instruction, puis on revient à l'histoire comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez découpé cette histoire comme ça? Je voulais que d'entrée on sache qu'un meurtre avait été commis, qui l'avait commis, et qu'on sache que c'est pas l'essentiel. L'essentiel doit procéder des personnages, donc toute cette manipulation procède d'eux-mêmes. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils peuvent en arriver là? Donc tout le jeu était de faire avancer la manipulation par eux. Donc on commençait par ça, et il y a deux niveaux de récit. L'enquête effectivement, enfin les témoins, et puis le récit au présent lui-même. Et tout le jeu était de les mettre en scène de manière à ce qu'on ne sache pas exactement où on en est, en étant quand même très clairement repéré dans le temps. Donc ça joue avec des détails de moustache, de cravate, de lumière, plein de petits détails comme ça de mise en scène qui font avancer la manipulation. Bernard, les détails de mise en scène, c'est vous? Vous y avez mis de vous énormément. Moi, j'ai eu l'impression que Bernard Giraudot était habillé comme Bernard Rapp, par exemple. Il parlait comme Bernard Rapp. Les dialogues sont vraiment liés à vous. Non, les dialogues, on les a écrits avec Gilles Torrent, puisqu'on a adapté le roman avec Gilles Torrent. Mais c'est vrai que de toute façon, quand on travaille avec un comédien, quand on choisit un comédien, déjà pour incarner un personnage, surtout quand on a travaillé sur le scénario, c'est pas par hasard. Et si j'ai choisi quelqu'un comme Bernard Giraudot, c'est qu'il avait le côté séducteur, prédateur et puis une souffrance, moi qui m'intéresse beaucoup. Même chose pour Jean-Pierre Lory, qui est à la fois une victime et un rebelle. Florence Thomasin, que je voyais depuis très longtemps. Charles Berling, tout ça. Dès qu'on choisit les comédiens, on est déjà dans le travail de mise en scène. Mais ça révèle chez vous, comme dans Tiré à part, vous aviez Terence Stamp quand même, c'est une envie de machiavélisme lent, mijoté, j'allais dire, qui est étonnante, non? Oui, mais ça ne m'étonne pas que ça vous surprenne. Moi, ce qui m'intéresse dans cette société un petit peu propre, j'aime bien les gens propres sur eux, j'aime bien le tueur en costume cravate, moi. Donc je vous remercie, mais j'ai pas de cravate aujourd'hui exceptionnellement. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'il y a derrière. Dans la bonne société, ce qui est très, très intéressant, c'est ce qui n'est pas bon. Et c'est ça qui m'intéressait chez ces personnages. Il y a une méthode rap pour la direction d'acteurs? Je sais pas bien. Vous êtes très emmerdant, vous demandez des choses très précises. Moi, je vous connais comme quelqu'un de très méticuleux. Donc, vous êtes aussi un metteur en scène très méticuleux. Lorsqu'on travaille sur une manipulation, il faut que ce soit cousu au petit fil. Hein. C'est très très serré forcément. Mais on ne dirige pas les comédiens. Enfin, on ne dirige pas un Giraudot, on ne dirige pas un Lory, un Berling, un Léo. Non, ça se passe pas comme ça. On travaille en amont. On lit avec eux, on réfléchit, on les fait rentrer dans le personnage, on leur demande des choses, et puis ensuite on ajuste par petits coups comme ça. Et puis on les écoute. On les entend pas toujours, mais on les écoute. Et puis ils nous écoutent. Et puis il y a un contrat de confiance, et puis voilà, et puis ça se manipule un peu tout ça.
Le centre, c'est donc l'idée d'avoir son double, de créer son double, d'avoir une suggestion totale sur l'autre. Folie. Une folie. C'est de la folie folie fusionnelle. ou c'est quelque chose de relativement tentant pour tous les êtres humains, tout compte fait? Je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, en tout cas vous et moi j'en suis sûr, connu une histoire de ce type. J'ai essayé sur vous, mais ça n'a pas marché. Cette envie de se rapprocher au plus près d'un autre, ça relève du désir. C'est un film où il n'y a pas de sexe, je le dis tout de suite. Hein. On est au bord du gouffre, on tombe jamais dans le gouffre. Il y a une tentation homosexuelle ou pas, diriez-vous? Je pense pas. Je pense que le sexe est complètement hors champ. Je pense qu'il est remplacé par le protocole gustatif, qui est un transfert que vous expliqueront très bien les psychologues. Donc non, je pense vraiment que le personnage de Bernard Giraudot est impuissant à aimer dans tous les sens du terme. Giraudot est tout à fait exceptionnel. Hein. Ça, il faut le souligner. Jean-Pierre Lery aussi. Et Jean-Pierre Lery aussi. Vous avez eu une carrière de journaliste où on était obligé de travailler ensemble, de travailler sur l'actualité. Donc on ne peut pas la tordre, l'actualité, elle est ce qu'elle est. Là, vous prenez des textes, vous prenez un film, un scénario, et vous en êtes le Deus ex machina. C'est jouissif, c'est un vrai plaisir tout d'un coup de pouvoir inventer une réalité. Ouais, c'est formidable, surtout que quand on fait un film, il y a plusieurs niveaux. On commence par travailler sur le scénario, puis il y a le tournage qui est encore une autre affaire, et puis il y a la troisième écriture qui est le montage, où on raconte encore l'histoire différemment, donc ça bouge tout le temps. C'est vrai qu'on a le sentiment d'être à la création de quelque chose. Et puis au bout du compte, la différence entre la télévision et le cinéma, en tout cas de mon point de vue, c'est que la télévision, on le sait, on fait un journal, demain il est fini. C'est le côté un peu vite montré, vite vu, vite oublié. Le cinéma, c'est très long à faire, c'est long à préparer, et puis ça demeure, enfin en principe ça demeure. Et ça fait beaucoup causer, je crois, dans les salles déjà sur ceux qui l'ont vu. Mais c'est ce que j'aime, j'ai envie de faire les films que j'aime aller voir. Et c'est vrai que j'accompagne les films en province depuis pas mal de semaines maintenant, et que je me rends compte que les gens repartent chez eux avec le film. Ils ont tous un avis, puisqu'on peut rentrer de plusieurs manières. Il y a des débats formidables. Une affaire de goût, c'est mercredi. Merci Bernard. Merci. Je ne veux pas vous faire le coup de lire la fin de journal. Parce que c'est pas la peine, encore que j'ai fait. Bon, on a eu beaucoup de plaisir à vous retrouver ici. À la fin de cette édition, je rappelle deux actualités que nous avons développées. Une réaction judiciaire qui est attendue pour les jours à venir contre les 150 chasseurs qui ont agressé le député socialiste de la Somme, Vincent Payon. Agression inacceptable, estime le Premier ministre Lionel Jospin. Et puis plusieurs commémorations aujourd'hui du génocide arménien. Les manifestants dénonçaient les sénateurs de droite qui refusent de se prononcer sur ce fait historique. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Réouet qui sera suivie de la dernière partie de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Ce soir César avec Roger Hanin. Et puis un documentaire qui sera consacré également à Roger Hanin. Le dernier journal de la rédaction, c'est avec Florence Duprat à 0h10. Demain 7h50, Gérard Morin recevra dans les 4 vérités Jean-Marie Le Pen. Et à 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arad. Bonne chance pour mercredi Bernard. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Merci, salut.